Alors, on reprend cette dernière présentation donc, de la session de l'après-midi, donc session 3 avec AT Internet, qui est déjà venu à Data Aquitaine, il me semble, à plusieurs reprises. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver. On va retrouver donc deux intervenants, donc Robin et Romain, qui vont venir donc nous parler de valeurs de chapelet et de théorie des jeux. Donc, vous avez 25 minutes de présentation et puis on garde 5 minutes pour les questions. À vous la parole. C'est bon? D'accord. Oui, déjà, je disais, donc le plaisir est partagé. Nous aussi, on est très contents de venir à Data Aquitaine à nouveau cette année. Et aujourd'hui, on va vous parler de théorie des jeux et de web marketing, et plus spécifiquement de Chapelet Value et d'attribution. On se présente brièvement. Donc, nous sommes Romain et Robin. Nous sommes tous les deux data scientists chez la société AT Internet. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, les slides sont aux couleurs du groupe Piano, puisque AT Internet a rejoint le groupe Piano en mars 2021. En bref, pour vous expliquer quelle est l'activité de la société, on fournit une solution logicielle qui permet de gérer l'orchestration de parcours des utilisateurs sur les sites web. Donc ça passe par toute une suite avec un système très graphique et très simple de règles qui permet de mettre en place des scénarios d'expérience personnalisés sur les sites web et donc de mettre en œuvre des choses très complexes de manière très simple. Et donc AT Internet, dans ce groupe, est venu rajouter une brique d'analyse comportementale qui va nous permettre en particulier d'alimenter justement ces scénarios et ensuite de comprendre comment ils se déroulent et de s'assurer de leur bon déroulement. Plus spécifiquement par rapport à notre équipe, donc tous les deux nous sommes partis de l'équipe Data Science. C'est une équipe de 6 personnes. On traite des sujets qui peuvent être assez classiques et dont on pourrait facilement se douter, comme par exemple des problématiques de classification. On va travailler sur de la détection de churn ou des modèles de propension à convertir. On va également travailler sur des thématiques autour des séries temporelles, avec par exemple de la prédiction de séries temporelles ou de la détection d'anomalies, en particulier dans le cadre de données de trafic. Et plus récemment, on a été amené à travailler sur des problématiques de théorie des jeux dans le cadre de l'attribution marketing. C'est quelque chose qui était assez nouveau pour nous, ça nous a plu, et on s'est dit pourquoi pas faire un retour d'utilisation à Data Aquitaine par rapport à ce sujet. Donc la présentation d'aujourd'hui, on l'a découpée en 3 parties. On va commencer par vous présenter quelle est la problématique de l'attribution marketing. C'est quelque chose qui est assez spécifique à notre domaine et ça mérite de s'arrêter dessus. Ensuite, on verra la réponse existante qui vient finalement de la théorie marketing et qu'on a mis en place dans un premier temps comme une première réponse. Et ensuite, on verra en quoi la Chapelet Value est une innovation pour répondre au problème de l'attribution. Donc commençons par l'attribution. Et justement, Antoine Jean-Jean disait ce matin que c'était important de se donner un besoin et un contexte sur tout sujet data, donc on va commencer par là. Donc il faut savoir que l'activité marketing d'une entreprise, elle engendre naturellement des coûts. Quelques exemples de coûts qu'on peut avoir, ça va être lorsqu'on mène des campagnes. Par exemple, si on envoie des emails via une plateforme d'emailing, on va payer tous les 1000 emails envoyés, par exemple. On va pouvoir faire de la publicité sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche. Et là aussi, on va se retrouver avec des coûts, soit via des systèmes d'enchères, soit via des systèmes de coûts par clic. Et la question et le besoin qui est derrière l'attribution, c'est comment mettre des revenus en perspective de ces coûts pour mieux piloter ces budgets. Et dans un premier temps, et de manière beaucoup plus humble, être capable de déterminer si chacune de ces dépenses est justifiée et rentable finalement. Donc les concepts clés de l'attribution, on va les présenter via cette slide. Le concept général, c'est le parcours de conversion. Donc ici, on a une timeline d'un utilisateur et on va représenter un certain nombre d'événements qui ont lieu au fil de sa navigation. Donc le premier type d'événement qui va nous intéresser, ça va être l'événement de conversion. Donc lorsqu'un utilisateur effectue une conversion, la définition se fait à la discrétion du client, mais à titre d'exemple, ça peut être l'utilisateur convertit un panier ou l'utilisateur s'est abonné à un journal. Et ensuite, on va s'intéresser à une deuxième notion qui est celle de point de contact. Et donc là, par exemple, le premier point de contact de cet utilisateur avec ce site pourrait être une publicité. Donc c'est comme ça qu'il est venu pour la première fois sur le site. Ensuite, il est revenu une deuxième fois sur le site via un deuxième point de contact qui était un email marketing. Ces deux premiers exemples, ce sont des points de contact qui sont payants, qui justifient le besoin qu'on a vu précédemment. Et finalement, supposons que l'utilisateur est revenu une dernière fois sur le site via ce qu'on va appeler le trafic direct. Donc il a cliqué, il est venu directement via l'URL du site. Donc ici, on a un exemple de parcours de conversion. Faut savoir qu'en fonction de la typologie du site, ce type de parcours, il peut prendre quelques heures, quelques semaines, voire quelques mois. Ça va être très variable en fonction du type de client. Voilà pour les concepts généraux et pour la modélisation générale. Et maintenant, on va voir quelle est la réponse qu'on avait mis en place dans un premier temps chez AT Internet et en quoi elle était améliorable.
Donc déjà, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a bien les données pour traiter un problème d'attribution? Donc on a quelques cases à cocher. La première, c'est est-ce qu'on a bien les événements de conversion? Donc ça, c'est quelque chose qu'on est capable de suivre avec notre suite. La deuxième chose, c'est ces événements de points de contact qui vont être finalement des données de source de visite et de campagne marketing. Et dans un second temps, on a besoin enfin de bons identifiants qui vont nous permettre de reconstituer un historique et une suite entre tous ces événements. Voilà donc pour le volet données. Et ensuite, la problématique qu'on a, c'est si cette conversion, par exemple, a représenté un montant de 30 €, comment je répartis ces 30 € entre les différents points de contact qui ont œuvré en faveur de cette conversion? Et c'est là que la théorie de l'attribution a proposé différents modèles qui sont ici des modèles complètement heuristiques qui sont destinés à être utilisés à la discrétion de l'analyste en fonction de son besoin. Donc pour présenter quelques-uns d'entre eux, le premier modèle qui est présenté ici, c'est celui qu'on va appeler le modèle dernière interaction. Donc l'idée, c'est de mettre l'intégralité du profit de la conversion sur la dernière interaction, donc ici le trafic direct. Le modèle première interaction, c'est son penchant qui est orienté plus sur l'acquisition. On part par exemple du postulat que si l'utilisateur n'était jamais venu via le premier point de contact, il n'aurait pas fini par convertir. Et ensuite, on a toute une déclinaison de modèles avec par exemple le modèle uniforme qui va répartir complètement uniformément, le modèle dit U-shaped qui va donner beaucoup de valeur au début, à la fin et uniformément au milieu, etc. Vous l'aurez compris, il y a autant de modèles d'attribution que de besoins et de postulats qui sont faits par les analystes. Donc nous, ce qu'on a mis en place, on a décliné finalement toute une suite autour de ces modèles d'attribution avec, comme on sait le faire, des KPI, donc on peut voir en haut, qui permettent de donner du contexte à ces analyses. Ensuite, on permet à nos utilisateurs dans notre solution de comparer différents modèles d'attribution entre eux pour se donner plusieurs perspectives. Et enfin, on a enrichi ça aussi avec un certain nombre d'analyses, et dont celle que vous pouvez voir sur le bas de l'écran, qui est une analyse très détaillée sur les différentes séquences qui ont mené à des conversions. Et tout ça dans une suite logique de besoins d'évolution de la suite et du module. Et donc la suite logique pour nous, c'était la suivante. Voilà les besoins que nous avions. Déjà, on estimait que tous ces modèles qu'on a vus précédemment, ils souffrent quand même d'un assez... Enfin, c'est des modèles qui sont complètement biaisés, c'est des heuristiques, qui sont, comme on a dit, à la discrétion de l'analyste, et c'est quelque chose dont on avait envie de se détacher. Dans un second temps, le second point, il faut savoir que quand on a commencé à se lancer dans l'attribution, pour nous, c'était un module qui devait couvrir un besoin basique. Et au fur et à mesure des évolutions, on se retrouve à regarder dans la direction finalement des concurrents, des solutions concurrentes qui sont spécialisées dans l'attribution. Et un certain nombre de ces concurrents fournissent des modèles dits algorithmiques. On a vu des modèles basés sur des chaînes de Markov et sur d'autres algorithmes. Et ça nous a donné envie de nous lancer là-dedans. Et enfin, et ça c'est peut-être plus pour le volet scientifique, on avait envie d'avoir un modèle avec de bonnes propriétés mathématiques et qu'on serait fier de mettre en production. Et c'est ce qui nous a amené à ces travaux sur la Shapley Value que Robin va vous présenter. Merci beaucoup Romain. Alors moi je vais vous présenter du coup tout ce qui a trait à la Shapley Value, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner un petit peu de contexte. Alors la Shapley Value, elle a été proposée par un mathématicien américain du nom de Lloyd Shapley, donc qui a donné son nom à cette formule mathématique. Elle a été créée au début des années 50, en 53, et pour la petite histoire, c'était les travaux de thèse de fin d'études de monsieur Lloyd Shapley. Il a été un professeur la plupart de sa vie dans de grandes universités américaines, un professeur de mathématiques, et il a pu contribuer tout au long de sa vie à différents travaux liés notamment à la théorie des jeux. À la fin des années 2010, il a même été lauréat du prix Nobel d'économie. Alors c'est un peu particulier de voir un mathématicien gagner ce prix Nobel, mais en réalité, la théorie des jeux trouve beaucoup d'applications en économie, et c'est pour ça que d'ailleurs vous pouvez retrouver en réalité beaucoup de mathématiciens connus gagner ce prix Nobel en particulier. Alors, à quoi sert la Shapley Value? On a dit que c'était une notion mathématique qui est issue de la théorie des jeux, et plus particulièrement, c'est issu de ce qu'on appelle les jeux coopératifs. Alors, dans les jeux coopératifs, en fait, les différents joueurs vont jouer ensemble pour obtenir un gain total. L'idée de la Shapley Value, ça va être de se demander comment est-ce qu'on va pouvoir diviser ce gain entre tous les joueurs, sachant que chaque joueur a une contribution différente à ce jeu. Du coup, en fait, on va dire que la Shapley Value d'un joueur, ça va être un petit peu sa contribution au joueur et combien il est censé pouvoir espérer à la fin du jeu. Concernant toutes les utilisations de la Shapley Value, la plupart, depuis que ça a été créé dans les années 50, on trouve beaucoup d'utilisations en théorie des jeux et en économie. Même assez récemment, on peut trouver de grandes entreprises qui vont utiliser la Shapley Value comme un moyen de répartir le budget entre différentes équipes selon ce qu'elles ont pu rapporter à l'entreprise.
Beaucoup plus récemment également, on s'est utilisé en machine learning. Il y a d'ailleurs eu certains speakers ici qui l'ont évoqué. Donc c'est un algorithme de ce qu'on appelle de feature importance, où lorsqu'on va créer un modèle de classification, par exemple, on va pouvoir évaluer à quel point une feature de notre modèle a eu un impact et on va pouvoir quantifier cet impact. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est un petit peu à la mode, on va dire. Ça a été proposé que depuis 2017, donc c'est encore très récent. Et dernier point, c'est également une solution de l'attribution marketing, donc ce qu'on est venu vous présenter aujourd'hui. Alors maintenant, je vais rentrer beaucoup plus dans le vif du sujet et je vais vous présenter du coup la formule que voici. Je vous accorde que c'est pas la formule la plus agréable à regarder du monde, mais on va y aller pas à pas et vous allez normalement pouvoir comprendre le principe de base de la Shapley Value. Alors avant de commencer, il faut que je détaille certaines variables que je vais utiliser tout au long de cette slide. Donc je vais vous parler d'un certain sous-groupe de joueurs que j'appellerai aussi à certains moments coalition de joueurs. Donc un sous-groupe parmi tous les joueurs qui vont jouer au jeu, qui sera appelé ici N. Ces joueurs, quand ils vont jouer, ils vont obtenir un certain gain qui sera noté V. Et le plus important, c'est que lorsqu'on va calculer une Shapley Value, qui est généralement notée par la lettre phi, on va calculer la Shapley Value d'un joueur, donc phi de I, où I va représenter notre joueur d'intérêt ici. Alors, on ne va pas s'attaquer à toute la formule d'un coup, on va simplement regarder cette partie un peu plus sur la droite pour commencer. Alors, admettons qu'on prenne un sous-groupe de joueurs qu'on va appeler S, donc ici, admettons qu'il y ait 3 joueurs, et ils vont jouer tous les 3 à un jeu et obtenir un certain gain. Donc, admettons ici, ils obtiennent un gain de 110, donc on dit que V de S vaut 110. Tout le cœur de l'idée de la Shapley Value, c'est de se demander comment calculer les contributions marginales de notre joueur d'intérêt. L'idée, en fait, ça va être de jouer au jeu avec et sans notre joueur d'intérêt et faire la différence de ce résultat pour avoir, en fait, à quel point notre joueur a contribué à ce jeu. Donc là, on a fait sans notre joueur d'intérêt. Maintenant, on va pouvoir jouer au jeu avec. Donc maintenant, on va dire qu'il y a 4 joueurs, dont notre joueur d'intérêt. Ils vont jouer au jeu, obtenir, admettons, un gain qui est de 110. Et on a tous les éléments pour calculer notre contribution marginale. On va pouvoir dire que la contribution marginale de notre joueur, dans ce cas spécifique, est de 10. Donc ça, c'est vraiment le cœur du système de la Shapley Value, en fait. Maintenant qu'on l'a fait une fois, on va pouvoir s'attaquer à l'autre partie de la formule, qui est celle plus à gauche, du coup. On peut voir qu'on a une somme et une certaine valeur. En fait, ce que cette partie signifie, ça veut dire qu'on va venir itérer sur tous les sous-groupes de joueurs qu'il est possible de faire. Donc en réalité, ça veut dire toutes les combinaisons parmi tous les joueurs qu'on a, toutes les combinaisons qu'il est possible de faire. Et à chaque fois, on va calculer notre contribution marginale, qui est la partie à droite, et on va multiplier cette contribution marginale par une certaine quantité qui est du coup au milieu. Du coup, si je déroule un peu tout, ça veut dire qu'on va calculer la contribution marginale avec tous les sous-groupes de 1 joueur, donc on rajoute notre joueur d'intérêt et on fait la différence, de 2 joueurs, de 3 joueurs, de 4, de 5, jusqu'à n-1. Donc en fait, si je résume un petit peu tout ça en une seule phrase, on pourrait dire que la Shapley Value d'un joueur peut être vue comme la moyenne pondérée de ses contributions marginales sur toutes les parties possibles. En fait, c'est assez logique. Tout à l'heure, je vous disais que le but de la Shapley Value, c'est de répartir un gain entre les différents joueurs. Donc c'est un peu à quel point un joueur a contribué. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que la Shapley Value d'un joueur, ça va être la moyenne un petit peu de toutes ses contributions sur toutes les parties qu'on aurait pu imaginer. Donc c'est assez logique. Et ce qui est intéressant, c'est que la Shapley Value est censée être vraiment le résultat le plus équitable, justement, pour répartir ce gain. Ce qui est également très important avec la Shapley Value, c'est qu'elle possède différents axiomes qui vont un petit peu certifier ces résultats et nous apporter un certain gain en termes de qualité. Ces axiomes, il y en a 4, mais je vous présente les 3 principaux ici. Le premier, c'est celui de l'efficacité, qui certifie que la somme des Shapley Value est égale au gain total. Je vous ai dit qu'une Shapley Value, ça représente la part d'un joueur, donc si on vient sommer la part de tous les joueurs, on retombe sur le gain total. Il y a l'axiome également de la symétrie, qui certifie que si 2 joueurs contribuent de la même manière au jeu, ils sont censés obtenir le même gain à la fin. Et le dernier, qui est celui du joueur nul, qui certifie que si un joueur a une contribution qui est nulle, il est censé avoir un gain nul à la fin. Ça a l'air de rien, en fait, ces axiomes, mais nous, derrière, mathématiquement, ça nous assure réellement que l'outil est solide et on peut vraiment avoir confiance dans les résultats qu'on obtient. Alors maintenant que vous avez une petite idée de ce qu'est la Shapley Value et de comment on la calcule et vous avez une petite idée de ce qu'est l'attribution, on va pouvoir venir tisser un petit peu le lien entre ces deux notions. Donc avec la Shapley Value, depuis tout à l'heure, je vous parle de certains joueurs qui vont venir jouer ensemble pour obtenir un gain.
Et ça nous permet de répondre à la question comment répartir le gain entre tous les différents joueurs. Et Romain vous a expliqué que pour l'attribution, on va venir recréer des parcours utilisateurs qui sont composés de certains points de contact qui, ensemble, vont nous permettre d'avoir certaines conversions dans nos données. Donc en fait, si on transvase un petit peu la phrase d'un bout à l'autre, ça pourrait nous donner comment répartir les conversions entre les différents points de contact. Et bien ça tombe bien, en fait, c'est exactement la question qu'on se pose avec l'attribution. Donc là, on se dit, bon, ben, super, normalement, on va pouvoir utiliser la Shapley Value pour répondre à notre problème. En fait, pas vraiment. On va avoir une petite transformation à faire tout d'abord. En fait, on se confronte directement à deux problèmes par rapport à nos données. Le premier problème, ça va être qu'on va manquer de beaucoup de données. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va venir jouer au jeu avec et sans notre joueur, obtenir une certaine valeur, 110, 120, etc. Et comparer ces résultats pour obtenir à chaque fois nos contributions marginales et faire ceci pour tous les groupes de joueurs qu'il est possible de faire. Nous, dans nos données de l'attribution, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ait une valeur en face de tous les parcours utilisateurs qu'il est imaginable. Et évidemment, ça, nous, on n'a pas du tout ça dans nos données. On va avoir certains parcours utilisateurs, mais on n'aura jamais une valeur pour tous les parcours utilisateurs qu'il est possible de faire. Le deuxième point, c'est que dans un parcours utilisateur, il y a une notion d'ordre. On va avoir un email, puis une publicité, puis une conversion, ou d'abord une publicité, puis un email, puis une conversion, etc. Et ça, nous, dans la Shapley Value, on l'a pas du tout. On a des joueurs ensemble qui vont jouer au jeu, mais il n'y a pas une notion d'un joueur arrive avant l'autre, pardon, ou quelque chose comme ça. Donc on a ces deux problèmes, le problème de devoir recalculer des valeurs qu'on n'a pas, en fait, et le deuxième qui est de s'affranchir de cette notion d'ordre dans nos données. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? On va vouloir calculer la valeur d'une certaine coalition, donc un sous-groupe de points de contact. Et comment on fait pour calculer cette valeur? En fait, on va venir décomposer tous les parcours utilisateurs qui composent cette coalition. Donc, par exemple, ici, si on prend une publicité à un email, ça veut dire qu'il faudrait aller chercher les conversions qu'ont amené la publicité toute seule, puis l'email tout seul, puis la publicité et l'email, et enfin l'email puis la publicité. Donc vous avez compris, il va falloir en fait recréer tous les parcours utilisateurs qui existent à partir de la coalition dont on a besoin. Donc c'est un petit peu spécifique, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais en réalité on retombe bien sur nos pieds et on obtient bien de bons résultats grâce à cette méthode, parce qu'on peut recalculer du coup toutes les valeurs qu'il nous faut. Donc là on se dit, bon super, on a trouvé comment calculer nos valeurs, normalement on va pouvoir utiliser la formule telle quelle du coup. Et bien toujours pas en fait. On va avoir un problème en utilisant cette formule à cause du nombre de combinaisons qu'on va avoir besoin de tester. Pour vous donner un exemple, avec seulement 20 points de contact distincts, ça va nous donner plus d'1 million de combinaisons à tester. Donc 1 million de combinaisons, ça veut dire 1 million de fois une contribution marginale à calculer. Et ça veut aussi dire 1 million de fois le calcul qui est sur la droite de la slide à recréer. Donc ça fait en réalité énormément de calculs et nous, dans les différents clients qu'on va avoir, certains vont avoir plusieurs dizaines de points de contact distincts et certains vont avoir même des centaines de points de contact distincts. Donc c'est absolument inimaginable en fait de mettre un modèle pareil en production. Et pour parler un petit peu complexité, on l'a noté sur la droite, la complexité elle est exponentielle par rapport au nombre de points de contact distincts, du coup qui est une variable que nous on ne maîtrise pas du tout. Donc malheureusement, là, on avait un problème qu'on a dû résoudre. Heureusement, après quelques recherches, on a pu tomber sur un article de recherche qui a été proposé par des scientifiques de chez Groupe M, qui est une entreprise spécialisée dans le marketing et qui est assez reconnue. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, c'est un lien cliquable sur les slides, je vous invite à aller voir cet article qui est vraiment bien écrit et très intéressant. Et dans cet article, justement, il propose en fait une version simplifiée de la Shapley Value, donc une autre formule. En fait, c'est un petit trick mathématique qu'ils ont trouvé qui nous permet de nous affranchir de l'utilisation des combinaisons. Et en fait, on va pouvoir utiliser vraiment simplement les données qu'on a à disposition. Donc, on va vraiment changer de méthode. Et vous pouvez voir sur la droite qu'on va passer d'une complexité du coup exponentielle à quelque chose de linéaire, qui est tout à fait acceptable en production. Et c'est d'ailleurs la solution qu'on a choisi d'utiliser.
Ah oui, il y a un point qui est très important, c'est que tout ce trick mathématique qui a été trouvé, en fait, il est possible simplement parce on est vraiment dans un domaine d'attribution. En fait, c'est dû à cette slide-là et la manière dont sont calculées les valeurs. Si on n'avait pas en fait cette petite transformation à effectuer, on n'aurait pas pu utiliser cette nouvelle formule. Donc c'est inutilisable, que ce soit en machine learning, en théorie des jeux, en économie. C'est vraiment extrêmement propre à ce qu'on est en train de faire ici à l'attribution marketing. Maintenant, je vais vous présenter du coup cette nouvelle formule. Donc maintenant, on sort vraiment du cadre des contributions marginales, de toutes ces combinaisons. On va avoir quelque chose de vraiment simplifié. Voici la formule. Déjà, vous pouvez voir qu'elle a une meilleure tête que la première que je vous ai présentée. Ce que nous dit cette formule, en fait, c'est qu'elle nous dit que lorsqu'on va vouloir calculer la Shapley value d'un point de contact d'intérêt, on va simplement venir regarder dans quel parcours utilisateur ce point de contact apparaît et attribuer à notre point de contact d'intérêt une certaine part des conversions, et cette part, elle est déterminée par quoi? Elle est déterminée par la taille du parcours utilisateur qu'on est en train de regarder. Alors je suis désolé, c'est un petit peu compliqué à l'oral comme ça, mais j'ai accompagné ça d'un petit exemple. Alors admettons qu'on ait 4 parcours utilisateurs à disposition dans nos données. Le premier parcours utilisateur, ce serait celui-ci, donc admettons une publicité qui a mené à une conversion de 15 €. Le deuxième, ce serait un email puis une publicité qui aurait mené à une conversion de 20 €. Le troisième, l'inverse, une publicité puis un email pour 10 €. Et le quatrième, un trafic direct, donc quelqu'un qui a appuyé sur un favori par exemple, pour 5 €. Et la question, ce serait comment est-ce qu'on fait pour calculer la Shapley value de notre publicité? Donc comme je vous ai dit, dans ces 4 parcours utilisateurs, on va simplement chercher à retrouver dans quel parcours utilisateur notre publicité apparaît. Bon là, c'est assez simple, ce sont les 3 premiers. Et on va accorder à notre publicité un certain nombre des conversions, enfin une certaine part des conversions qu'on peut voir sur la droite, et cette part, elle est déterminée par la taille du parcours utilisateur qu'on est en train de voir. Donc le premier aura 100% de la conversion parce que la publicité est toute seule, et pour le deuxième et le troisième, on aura la moitié de la conversion parce qu'il y a 2 points de contact dans le parcours utilisateur. Ce qui va nous donner 15 sur 1 plus 20 sur 2 plus 10 sur 2, qui nous donne 30 € à la fin. Donc là, on peut dire que vis-à-vis de ces données, on peut dire avec certitude que la publicité a ramené 30 € sur toutes les conversions qu'on a ici. Donc vous pouvez voir que c'est quand même vachement plus simple que ce qu'on avait avant, et c'est la solution qui est actuellement en production dans notre solution d'attribution marketing chez AT Internet. Pour conclure, la Shapley value, du coup, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu particulier, un outil mathématique qui a été créé il y a plus de 70 ans, qui est un petit peu remis au goût du jour, que ce soit dans des domaines comme l'attribution marketing, le machine learning, c'est quand même des domaines là où on n'attendait pas vraiment l'utilisation de quelque chose qui est tiré de la théorie des jeux et qui a 70 ans. Nous, on est très satisfait des recherches qu'on a pu faire sur ce sujet. On est également très satisfait des résultats via notamment les différents axiomes qui en font un outil mathématique qui est très puissant et qui normalement certifie les résultats les plus équitables entre nos différents points de contact. Et finalement, c'est aussi très bénéfique pour nos différents clients parce qu'on va venir vraiment gagner en objectivité dans les différents résultats. Comme vous l'a expliqué Romain, les autres algorithmes plus heuristiques vont avoir un certain biais de l'analyste qui fait que voilà, on peut un peu faire dire ce qu'on veut aux données, alors qu'ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus objectif. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors on a une quarantaine, 35 personnes en ligne. Est-ce que vous voulez poser des questions? Peut-être comment vous avez transformé ça dans votre produit, vous? Comment ça se matérialise d'un point de vue marketing et d'un point de vue usage au quotidien dans votre produit plutôt? Pour nous, là où on avait une liste de modèles disponibles, on a vu un screenshot de l'interface avec les différents modèles qui sont mis à disposition des utilisateurs. Et donc le modèle de Shapley est venu enrichir cette liste de modèles qui était à l'origine disponible. Ah oui, c'était sur celui-là, d'accord. Et donc la solution propose de calculer ces modèles d'attribution à la volée pour des contextes très différents. On peut régler les durées d'historique, la période d'analyse, le type de conversion qui est pris en compte. Alors, on a une question de Michael Rivier. Cette nouvelle formule satisfait-elle les axiomes vus avant, par exemple pour un contact inutile?
Oui, tout à fait. On respecte toujours ces axiomes. En fait, c'est vraiment un petit trick mathématique dans la formule qui fait que on va venir simplifier la complexité, mais on calcule vraiment des Shapley values exactes, comme on aurait pu faire avec la formule de base. C'est vraiment juste un petit trick pour gagner en performance, en fait. Mais on respecte tout le reste, bien évidemment. Ok, alors du coup il reste 2 petites minutes. Peut-être que vous voulez parler un peu des embauches ou des opportunités chez AT Internet. Alors je sais que vous aviez soumis différents résumés qu'on n'a pas pu tous les accepter. On pourra vous accueillir de nouveau dans des ateliers avec grand plaisir. Peut-être dire un petit mot sur l'équipe et sur vos recherches du moment. Oui, déjà, les personnes concernées n'hésiteront pas à reproposer la conférence. C'est une conférence sur un algorithme qui s'appelle l'hyperloglog. Et s'il le présente l'année prochaine, je vous encourage à le regarder parce que c'est très intéressant. Et en termes d'embauche, vous pouvez consulter notre site web. Toutes les offres de carrière sont disponibles. Je pense qu'on a une quinzaine ou une vingtaine d'offres ouvertes actuellement sur Mérignac. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site. Merci. Donc c'est la fin de cette session de l'après-midi.